بسم الله السلام عليكم معكم المهندس حمد مسعود صاحب مكتب الدراسات. Toujours dans le cadre de notre étude de château d'eau surélevé de 1000 mètres cubes. Aujourd'hui, on va voir la partie 10 qui concerne le cas d'une cuve partiellement remplie. L'étude hydrodynamique pour une cuve partiellement remplie, elle est obligatoire à partir de 1500 mètres cubes de capacité. Notre cuve, elle fait 1000 mètres cubes, mais on va la faire quand même pour découvrir la méthode. Quand notre cuve est partiellement remplie et qu'il y a un séisme, donc l'effort sismique, il va provoquer des vagues au niveau de la cuve. Ces vagues vont majorer l'effort tranchant à la base, qui peut atteindre et qui peut même dépasser l'effort tranchant pour une cuve pleine. C'est pour ça que cette étape est très importante, parce que dans une cuve pleine, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de majoration de l'effort sismique. C'est uniquement dans ce cas-là qu'il y a des majorations de l'effort tranchant. Voici notre cuve en absence du séisme, donc ici l'eau est calme, il n'y a pas de vague, donc c'est le cas qui n'influe pas beaucoup sur la structure. Par contre, si nous avons un séisme que notre cuve est partiellement remplie, donc ici le séisme va provoquer des vagues tantôt à droite, tantôt à gauche, et ces vagues-là vont ici, ils vont plutôt majorer l'effort tranchant et qui peut, j'ai dit, pour des cuves importantes, dépasser le cas d'une cuve pleine. Donc c'est un cas à envisager pour les cuves qui dépassent 1500 mètres cubes. La méthode qu'on va voir, donc elle va se baser sur une masse rigide, une masse oscillante. Voici notre château d'eau et la modélisation de notre château d'eau. Donc M0 ici, c'est au niveau des vagues. K1, c'est la raideur du couplage MI, M0. MI ici, c'est la partie passive de l'eau. Et K2, c'est la raideur du feu. Pour l'étude de ce phénomène, on va utiliser la méthode de Usner. Cette méthode est basée sur une condition, à savoir H sur R doit être inférieur ou égal à 1,5. H étant la hauteur de la cuve et R le rayon. Donc pour notre cas, H est égal à 9,74 mètres et R, le rayon supérieur, est égal à 9 mètres. Donc le rapport H sur R est égal à 1,08 mètres. On est inférieur à 1,5, on peut utiliser la méthode de Usner. Sinon, il y a d'autres méthodes telles que la méthode de Hunt et Presley. La méthode de Usner, donc, elle est basée sur deux actions, l'action passive et l'action active. Et on va utiliser la structure en deux modes. Le mode 1, voici la forme des vagues, et le mode 2. Et on va calculer l'effort tranchant dans les deux modes et on va prendre le cas le plus défavorable. Dans cette vidéo, on va voir la méthode, on va découvrir toutes les formules. Les formules, vous allez les trouver en couleur rouge. Et le but, j'ai dit, le but c'est de voir, en cas d'une cuve partiellement remplie, la majoration de l'effort tranchant et le comparer avec la cuve pleine. La première opération
Donc c'est le poids de la masse passive. Voici la formule en rouge. Et vous devez rassembler tous les éléments qu'on a déjà déterminés lors des vidéos précédentes. Ici, WE, c'est le poids de l'eau, on a déjà la valeur. MV ici, c'est le poids de la cuve vide, on a déterminé. R, le fameux R ici, c'est le rayon de la cuve rendu cylindrique pour avoir le même volume d'eau, ou le rayon moyen. C'est-à-dire notre cuve elle est conique, on a vu la forme, et on va essayer de la rendre cylindrique et déterminer le rayon pour avoir le même volume d'eau en écrivant cette équation-là. Voilà, pour avoir le même volume d'eau. Donc R ici, c'est l'inconnu et on détermine. Nous avons une seule inconnue, donc une équation, on peut déterminer le R. R est égal à 5,75 mètres. M, c'est le poids de flux qu'on a déjà calculé, et H, c'est la hauteur. Il nous reste à faire une application. Toutes ces données-là, on trouve 714 440,69 kN. Et attention aux unités ici. On va travailler avec des kilonewtons et on va convertir en newton tout le long de cette démonstration. La deuxième étape, c'est le poids de la masse active. Donc ici on utilise W majuscule, et dans les autres formules il y a des W minuscules. Donc la différence ici c'est majuscule. Il y a la formule, voici la formule en rouge. Les éléments, on a tous les éléments pour faire une application. On trouve 1891,36 kN. Donc je vous conseille de prendre une feuille à part pour mentionner les résultats, parce qu'on va utiliser ces résultats dans d'autres formules. Donc troisième étape, c'est la hauteur H1 et H0. H0, c'est donc la hauteur de l'eau passif, et H1, c'est la hauteur des vagues. De rayon le fameux R ici, nous avons rendu notre cuve cylindrique, mais avec le même volume. Donc c'est le R dont on a parlé ici. Voilà, 5,75 mètres. H, c'est la hauteur de la cuve. On détermine avec des formules. H0, 3/8 de H. H inconnu, donc c'est 9,74. On trouve 3,65. Et H1, voici la formule application. On trouve 6,97. Maintenant, c'est le calcul de la pulsation en quatrième étape. Voici la formule en rouge. Ici, W, c'est W minuscule. Et la nouveauté ici, dans la formule, c'est le G. On va entrer le facteur de la pesanteur. G est égal à 10 mètres sur 2 secondes carrées. Application, on trouve 1,79. Attention aux unités. Cinquième étape, c'est le calcul des constantes de K1 et K0. Donc ici,
la leader du couplage M0-MI. K1 ici, si en minuscule, on va découvrir d'autres facteurs en minuscule. W0, W0, donc c'est le poids de la masse active qu'on a déjà déterminé. Voici la valeur. G là, c'est la pesanteur. Et il y a un nouveau facteur ici, M1. M1 est égal à W0 sur G. Alors, on remplace et on fait une application, on trouve K1. La leader du couplage, 3,36 kN/m. Après cela, on va voir la leader du support flux. Voici la formule en rouge. Application E sur le module de Young. Donc voici la valeur avec ses unités. I, c'est le moment d'inertie, on a déjà calculé. L, c'est la longueur du flux. Après application, on trouve K0 en kN/m et en Nm. Sixième étape, calculer pulsation propre, donc W minuscule 1 et W2 du premier et deuxième mode, donc W1 premier mode et W2 deuxième mode, donc W ici en minuscule. Nous avons déjà déterminé K1 et K0 dans les formules précédentes, donc il faut toujours les noter à part. Et on va essayer de décrire la matrice de rigidité K est égal à K W0, K01, K10 et K11. Ce cas-là, K0 est égal à K0 plus K1. On a déterminé déjà K0 et K1. On fait une application, on trouve cette valeur. Pour le K01 est égal à K10 est égal à moins K1. Voici, attention au signe ici, c'est négatif. Et K11, nous avons égal à K1. Nous avons déjà la valeur de K1. Donc on peut écrire la matrice de K de cette façon-là. La même chose pour la matrice des masses. Voici la matrice. Donc ici 0, 0, il n'y a pas de problème. M0 et M1. M0 est égal à M1 qu'on a déjà calculé. Sur la pesanteur, on trouve cette valeur-là en kN et on va convertir en newton. Et M1 est égal à M0. C'est la valeur qu'on a déjà déterminée sur la pesanteur toujours. On écrit la matrice des masses. Ça c'est en newton. Et en appliquant le principe fondamental dynamique, on obtiendra l'équation. On trouve par application W1 est égal à 4,93 radians sur 2 secondes. Et pour W2, 1,78. Les pulsations propres donc vont nous permettre de calculer T1 et T2. J'écris T1 et T2 en minuscules pour différencier avec les périodes données par les RPA. En majuscule, voici le tableau du RPA, c'est des périodes associées au site. Nous avons un site 1 pour notre projet.
Donc T1 est égal à 0,15 secondes et T2 est égal à 0,30 secondes. Ça c'est en minuscule et notre T ici en minuscule. Donc T1 est égal à la formule 2 fois pi sur W1 qu'on vient de déterminer juste ici. Voilà, W1. On fait une application, ici 4,93. On trouve T1 est égal à 1,27 secondes. Donc il est différent de la période associée au site. Et W2, la même formule sauf ici W. T2 plutôt, donc la même formule sauf ici W minuscule 2 qu'on vient d'avoir ici 1,78. T2 égale 3,52 secondes. On a besoin de T1 et T2 pour déterminer les accélérations un peu plus tard. Donc septième opération, c'est le calcul des facteurs de participation K1 et K2. Donc ici minuscules, ils sont différents par rapport au header qu'on a déjà calculé en majuscule. Donc ici K1, nouvelle formule, et K2, voici la formule. Le nouveau facteur ici, c'est phi1 et phi2. Voici encore, donc une formule appelle une autre. Donc phi1, voici la formule. Là, déjà, nous avons différents éléments de l'équation. On a tout pour faire une application des facteurs de participation K1 et K2. Donc après application, on trouve K1 est égal à 0,006 et K2 1,14. Pour arriver finalement au déplacement, on va calculer les déplacements horizontaux pour tirer l'effort tranchant. Donc, huitième étape, déplacement horizontaux, détermination du spectre de réponse qui va dépendre de plusieurs facteurs. Premier facteur, c'est le site. Nous avons un site rocheux, donc site 1. Ça va nous permettre de déterminer T1 et T2 en seconde, suivant notre tableau RPA. Ainsi, donc site 1. Puis nous avons le facteur de qualité, le facteur A, état, donc au mode 1 et mode 2, c'est le facteur de correction d'amortissement. Donc il est considéré en 0,5 en mode 1 et 2% pour 2 suivant la méthode de Rusnel. Et SA, l'accélération suivant le RPA. Donc en mode 1, nous avons un site rocheux T1 et T2 et le T1 minuscule qu'on a déjà déterminé, donc 1,27. Qu'on va le situer par rapport à T2 et 3 secondes, donc il est compris entre T2 et 3 secondes, ce qui va nous permettre de calculer SA1 en mode 1 d'après. Donc ici on est dans cette condition là. Voici la formule de SA sur G. Il reste à faire l'application. On trouve SA égale 1,66 mètres sur 2 secondes carré.
En mode 2, donc, nous avons notre T2. T2 est égal à 3,52 secondes. Il est supérieur à 3 secondes. Ça va nous permettre de déterminer la formule. Voici le cas ici. On est à ce cas, dernier cas. Donc on prend cette relation et on fait une application. On trouve SA2 à 0,28 mètres de seconde carré. Pour arriver finalement au déplacement horizontaux, donc en mode 1, voici la formule. K1 ici c'est minuscule. Donc voici la valeur. SA1 on a déjà déterminé. Donc on trouve cette valeur-là en mètres. Et après cela, on va déterminer x01. C'est cette valeur fois pi qu'on a déjà déterminé. Voici donc les résultats pour l'application de cette formule. Ça c'est en mode 1, en mode 2, donc c'est la même formule, sauf ici, on va prendre W2 et SA2. En mode 1 et mode 2, voici les différentes valeurs. Neuvième et dernière étape, donc c'est le calcul des poids tranchants. En mode 1, voici la formule. En rouge, donc nous avons les différents éléments ici. Pour faire une application, on trouve F11 est égal à 0,28 tonnes comme force impulsive. Et en F01, voici la formule des éléments application. On trouve 29,81 tonnes force oscillante. Ça c'est en mode 1 et en mode 2. Donc c'est la même formule avec les différents résultats. On trouve 5,79 tonnes force impulsive et 61,59 force oscillante. Voici donc les efforts tranchants en mode 1 et mode 2 pour un cube partiellement rempli. Voici donc le mode 1, résultat final, et en mode 2. En mode 2, voici les valeurs et on constate que le mode 2 est prédominant et l'effort tranchant donc à la base est de 67,38 tonnes. Il reste inférieur à celui d'une cube pleine pour notre cas. Donc pour une cube pleine, voici donc notre structure en cube pleine et on va vers résultat réaction cas simple. Et on va voir les points tranchants à la base. Voilà, donc EX ou EY. Donc c'est la même valeur parce que la structure est symétrique et le chargement symétrique. Donc on est inférieur à une cuve pleine. Voici donc le but final de cette opération, c'est de prouver que l'effort tranchant à la base reste inférieur à celui de la cuve pleine. Pour deux cuves importantes en volume, on peut dépasser l'effort tranchant pour une cuve pleine. Donc le cas d'une cuve partiellement remplie est à envisager, surtout pour les cuves importantes. Voici ainsi se termine cette vidéo purement théorique
et, et on va commencer dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, les péréages des éléments de la structure. On vous remercie vivement de votre attention. Salam.